Merci Géraldine pour cette invitation qui me touche beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci aussi à vous d'être là. Et donc pour cette première partie de cette deuxième nuit des femmes, je voudrais vous parler d'un contexte spécifique où justement les femmes sont majoritaires en nombre et, pourrait-on imaginer de l'extérieur et même de l'intérieur, égales symboliquement aux hommes. Ce contexte, c'est celui d'une école d'art, qui est le terrain dans lequel je travaille depuis maintenant à peu près 15 ans. Et on peut supposer a priori que l'égalité entre hommes et femmes est réalisée dans un tel contexte d'école d'art, à la différence par exemple du milieu hospitalier, du contexte hospitalier où il va y avoir une majorité de personnel féminin, des infirmières, des aides-soignantes, etc., pour une minorité de professeurs des médecines qui sont souvent masculins et qui vont être considérés par la société comme supérieurs symboliquement. Or, malgré ce présupposé, cette espèce d'intuition qu'on a tous que dans une école d'art, la question d'égalité homme-femme ne se pose pas, eh bien, cette intuition va être, dérangée par déjà quelques chiffres à notre disposition. Là, je vais parler de la LIR, un site de Strasbourg où j'enseigne, où vous allez trouver à peu près 70% d'étudiantes pour, il y a encore très peu d'années, à peu près 2-3 ans, 70% d'enseignants hommes. Donc cette proportionnalité inverse est quand même un petit peu amenuisée dans les 2-3 dernières années en raison d'une politique de recrutement cherchant à valoriser justement les dossiers féminins. On pourrait évidemment aussi évoquer la nette prédominance d'artistes hommes sur le marché de l'art, dans les institutions. On écrit davantage aussi sur les artistes hommes. Et je signalerai l'existence, parce que c'est bon à savoir, d'une association nommée AWARE et fondée notamment par un commissaire d'exposition qui s'appelle Camille Morino et qui se propose justement de promouvoir les artistes femmes. Et cette association est récente, elle date de 2014, et donc elle est symptomatique d'une vraie problématique de l'égalité homme-femme dans le monde de l'art. Et donc il s'agissait de répondre à cette demande, et j'ai d'emblée, avec une de mes collègues et complices, Sandra Chamaret, qui est graphiste et qui enseigne le graphisme dans le même établissement. Et nous avons donc opté pour une démarche à long terme qui faisait la part belle au savoir théorique et pratique et à leur réinjection dans des propositions plastiques, étant entendu qu'il ne s'agissait évidemment pas d'inviter les étudiants et les étudiantes à appliquer des théories, mais à nourrir par des chemins souvent indirects des propositions plastiques avec ce qui aurait été lu, entendu, rencontré au cours des séminaires et des cycles de conférences que nous organisions autour des questions féministes. Et c'est donc à la rentrée 2017 qu'avec Sandra Chamaret, nous avons amorcé un programme pédagogique et de recherche articulé selon 3 niveaux différents. D'une part, comme je l'évoquais, l'organisation d'un cycle de conférences autour d'un axe qui varie d'année en année, des moments de discussion et de lecture de textes à partir d'une micro-anthologie liée à l'axe retenu, et enfin une production de pièces qui va donner lieu à une restitution publique à l'issue de ce programme qui dure à peu près 3-4 mois, donc très intense, très ramassé. Et cette forme hybride permettait à la fois aux étudiantes de s'approprier des contenus de savoir, de croiser des regards à l'occasion des discussions en groupe et de nourrir donc des productions plastiques de ces savoirs et pratiques traversés. Et donc, à l'occasion, dans le cadre des cycles de conférences qui accompagnent ce programme, il nous a semblé aussi d'emblée nécessaire de faire intervenir des personnalités aussi bien militantes que théoriciennes, étant entendu que dans le registre des féminismes, la théorie et la militance ne sont jamais vraiment dissociées. Les différences se jouent en Pluton en termes de nuances ou d'accentuation, plus ou moins militantes, plus ou moins théoriciennes. Bon. Et la première année, donc en 2017, a été orientée par des questions de représentation et de langage, et je voudrais évoquer une personne militante et théoricienne très importante dans l'actualité du féminisme aujourd'hui. Il s'agit d'Isabelle Cambourakis, qui est directrice depuis 2014, j'ai un but là, que tu le sais. 2014-2015, par exemple. Ouais, enfin c'est très récent, d'une collection féministe qui est vraiment très importante, justement nommée Sorcières,
et qui va relayer en particulier la littérature féministe états-unienne, qui est encore relativement peu connue en France. Par exemple Starhawk, dont Camille va vous parler, Dorothy Allison, Bell Hooks, qui sont parmi les plus célèbres dans ce vaste champ du féminisme états-unien. Et c'est dans cette collection qu'est également réédité le livre de Camille Dusselier, dont on parlait tout à l'heure. Et qui est un texte qui circule en fait à travers plusieurs zones, puisqu'il appartient finalement de manière très entrelacée, indistinctement à la rubrique écrit d'artistes, mais aussi à la littérature féministe et aussi à la littérature ésotérique, mais justement sur quel mode complexe, donc peut-être sur cet entrelacement tu pourras revenir. Et donc cette même année, en 2017, dans ce cycle de conférences liées aux questions de langage, nous avons invité aussi une personne importante qui s'appelle Eliane Viennot et qui en 2014 s'était fait connaître du grand public à travers un pamphlet intitulé « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », et où Eliane Viennot montre que la fixation de règles grammaticales où le masculin l'emporte sur le féminin est en fait un phénomène relativement tardif que l'on doit aux académiciens du XVIIe siècle, et que donc rien dans la langue française ne prédispose naturellement à cette structuration sexiste. Et la deuxième partie de ce programme, en 2018, l'axe retenu a justement été la conjonction de deux mots dont le sort a été finalement comparable dans leur réinvestissement récent, à savoir le mot et la chose sorcière et queer. Je vais revenir brièvement sur ces deux mots. Alors, puisque l'un et l'autre se sont effectivement réinventés en fonction du renversement du stigmate auquel ils étaient associés, le stigmate devenant ressource de fierté, de force d'affirmation de soi, de sa marginalité, de sa précarité, etc. Et donc sorcière devenait, ah oui, il faut me le dire, si je baisse la garde, sorcière devenait le signifiant ouvert à de multiples gestes, comment on le traduit, d'empuissancement, c'est un nom qui semble un peu barbare, mais qui traduit le terme américain empowerment, et qui vise à retrouver des formes de puissance et non pas de pouvoir, à partir justement de la marginalisation précarisante dont on fait l'objet. Et donc ce mot sorcière va aussi, porte aussi la revisitation de rituels et de pratiques qui sont liés aux éléments et aux vivants, et qui sont donc repris dans un rapport de proximité charnelle, mais aussi de distance critique par rapport aussi bien à des traditions, souvent très anciennes, que par rapport à des formes d'hyper-rationalisation contemporaine. Et donc voilà, sorcière, c'est un mot complexe, multiple, qui donne lieu à des réinventions diverses. Et queer, Q-U-E-E-R, c'est un terme qu'on peut traduire par bizarre, par tordu, étrange. Et à l'origine, son usage consistait à dénigrer les homosexuels jusqu'au moment où il est devenu le nom militant des minorités sexuelles, qui se situe en écart révolutionnaire par rapport aux normes hétérosexuelles et ou monogames. Donc des exemples de queer, c'est des personnes transidentitaires, des personnes qui se disent polyamoureuses, ou alors des personnes intersexes. La théorisation de ce mot, queer, a été inaugurée par quelqu'un qui s'appelle Teresa de Lauretis au tout début des années 90, et un nom aussi qu'on peut, si vous en avez jamais entendu parler, enfin un nom important, c'est celui de Judith Butler, qui avec son livre Troubles dans le genre, qui en fait a été traduit très tardivement en France, il est sorti en 90 aux États-Unis, il a été traduit en 2005, donc quand même 15 ans plus tard. Et c'est peut-être devenu le nom le plus fameux, on va dire, ou un des noms les plus fameux associés donc à ce signifiant et à ce concept militant de queer. Et c'est cette année, donc en 2018, que nous avons invité ma voisine de droite, Camille Dusselier, dont le travail plastique conjoint de manière singulière, de manière forte, ces deux mots explosifs, sorcière et queer. Et je mentionnerai très rapidement aussi le nom d'un très intéressant et courageux théoricien militant, Fabrice Bourlaise, qui est philosophe et psychanalyste, qui enseigne aussi dans une école d'art à Reims,
et qui venait à ce moment-là, en 2018, de publier un livre courageux, singulier, qui s'intitule Queer Psychanalyse, qui sont deux mots qui vont très mal ensemble a priori, sous-titre clinique mineure et déconstruction du genre, qui consistait à confronter avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle les limites idéologiques de la psychanalyse à la lumière de la militance queer et réciproquement de cerner les points aveugles de la militance queer à partir de dispositifs de mise en lumière de la psychanalyse. Donc c'était, en gros, il faut savoir que la militance queer et la psychanalyse s'entendent très très mal. Et lui, c'est quelqu'un qui, justement, en tant que psy, suit beaucoup de personnes transidentitaires et qui voulait faire se rencontrer ces deux, disons, domaines qui ne veulent pas se parler en général. Voilà, donc c'est un livre de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Et donc les étudiants qui suivent le programme que je suis en train d'évoquer, donc qui s'intitule « Les féminismes forment en tout genre hein, », puisque comme je vous le disais, il s'agissait, si vous voulez, de marquer le singulier de féminisme, hein, féminisme c'est quand même un territoire autonome, hein, qui croit par lui-même, et en même temps il s'agissait ah oui, je ne vous ai pas dit, donc c'est le, avec parenthèse le S, donc on peut lire le féminisme, et avec le S entre parenthèses, ça fait les féminismes. Donc faire jouer le singulier, le multiple des féminismes qui sont donc qui se posent en multitude hein, et qui peuvent être très conflictuels entre eux, qui peuvent aussi s'interféconder de manière très intéressante. Et donc les étudiantes et les étudiants qui suivaient ce programme étaient très diversement initiés a priori aux théories féministes. Il y en avait qui découvraient vraiment complètement ce monde et d'autres qui pouvaient apporter des références ou des témoignages d'expériences précises, pointues. Hein, par exemple, pouvaient évoquer par expérience directe des féministes qui sont relativement mal connus, voire très mal connus ici en France, hein, qui sont les féminismes d'Amérique du Sud. Et donc, en fait, Sandra Chamaret et moi, il faut savoir aussi qu'on n'est pas du tout issus de ce terrain, ni en termes de militance, ni en termes théoriques. Et donc on existait, en tant que pédagogue, en réponse au contexte que je vous ai évoqué en début là, de mon intervention, à la demande donc, de ces étudiantes, ce qui fait que en fait, le rapport enseignant et étudiante se posait sur un mode très versible, horizontal, hein, puisqu'on apprenait en même temps que les étudiantes, on s'apprenait les unes aux autres, les uns aux autres. Et donc ce mode pédagogique était aussi une manière de mettre en œuvre des choses qui sont évidemment des questions d'égalité qui sont fortement travaillées par les féminismes. Donc je vais poursuivre et terminer avec quelques exemples de la manière dont l'année dernière, donc avec l'axe queer, sorcière et queer, la manière dont des étudiantes dans leur production plastique se sont emparées de la figure de la sorcière ou bien vecteur d'émancipation, de mise en crise des représentations stéréotypées des existences et des corps féminins. Et donc, vous allez le voir, hein, selon les propositions qui sont très différentes, le mot sorcière pouvait aussi bien être une charge plutôt militante, ou alors un geste plus poétique ou poético-opératoire, voilà. Donc je vais commencer avec une étudiante qui s'appelle Flavie Roux, comme la directrice du centre Rachi, ROX, et qui a proposé une installation sonore. Donc je vais d'abord juste montrer une photo. Donc en fait c'était une ronde de chaises vides. Une ronde de chaises vides. En fait vous voyez quand même une petite étiquette blanche avec un prénom et puis les références d'une émission radiophonique, puisque ce dispositif spatial était accompagné d'une pièce sonore qui dure à peu près 30 minutes et qui est composée d'extraits de témoignages où se trouve problématisée la question de la maternité. Et qui justement, la pièce s'appelle « Mère et non-mère ». La maternité, ça dépasse en fait souvent, quand on rentre vraiment dans l'expérience intime des femmes, ça dépasse un simple choix binaire, oui je veux, oui, non je ne veux pas. Et donc je vais vous faire écouter à peu près, quelques minutes de cette pièce, sachant que Flavie a refait un montage pour l'occasion de ce soir. Je pense que l'injonction, elle est pour tout le monde. Être une vraie femme, c'est être une mère. Je parle d'une femme qui a 40 ans, qui n'a pas d'enfant, elle est quand même peu intelligible dans notre société.
Après, toute seule, c'est différent. Il faut être particulièrement armée, psychologiquement, en fait. Et je pense que je ne l'étais pas. Mais quand même, tu n'abandonnes pas à ce moment-là. Non, à ce moment-là, je me remets doucement. Arrive l'attentat. J'ai connu l'attentat de 2015 à Paris. Et après les quelques jours d'angoisse, enfin de traumatisme, après on prend conscience de la vie et de la chance d'être là. Et là, l'envie de mettre au monde un enfant revient. Et quand j'ai voulu y retourner l'année dernière, mes règles se sont déclenchées 10 jours avant le rendez-vous à la clinique. Donc, je vais voir un médecin, un échographe qui me dit, avant même de m'ausculter, il me dit, je pense que tout va bien, c'est juste que vous culpabilisez de faire un enfant toute seule. La première fois que je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. J'étais vraiment très amoureuse. J'avais oublié ma pilule un soir, j'ai pas eu mes règles pendant quelques temps, et j'étais très loin de l'idée de tomber enceinte, ça pouvait pas m'arriver. Cependant, voilà, je suis quand même allée voir une gynécologue à un moment donné parce que je commençais à m'inquiéter. Elle fait une échographie, j'avais jamais eu d'échographie de ma vie, je savais pas trop bien ce que c'était. Et là, elle tourne l'écran vers moi et elle me dit « Regardez ». Et avec le doigt sur l'écran, elle décrit petite forme. J'avoue que moi, je distinguais rien de précis. Mais malgré tout, il y avait quand même une sorte de tache. Et je crois que mon premier sentiment, c'est d'avoir eu honte, d'avoir fait une énorme bêtise, d'avoir fait la bêtise que les filles ne doivent pas faire, tomber enceinte. Alors il me dit oui, mais quand même, alors attendez, on va se poser, on va discuter un peu, quel âge vous avez? Ouh là là, mais à votre âge, vous n'avez pas d'enfant, c'est pas normal quoi, donc vous devriez réfléchir, parce que peut-être après vous ne pourrez plus avoir d'enfant quand même. Bon après, je connais personne qui se soit plaint d'avoir des enfants, hein, d'avoir eu ses enfants. La force continue de cette injonction, et là les travaux de Charlotte de Best le montrent très très bien, la revendication du non-désir d'enfant pour les femmes, aujourd'hui, est encore très inacceptable. Qu'elles soient lesbiennes ou hétérosexuelles, quel coût social. Et là, on voit bien que la force du rapport social est persistante, parce que c'est extrêmement disqualifiant, il y a une nécessité de se justifier, et effectivement, là, pour le coup, aux yeux du regard social, il y a l'idée qu'on échappe complètement, et à la catégorisation femme, pour le coup, et à un destin assigné où il y a une question qui se pose. Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce rapport au monde? Est-ce que je peux justement échapper à ce rapport patriarcal? Il y a quand même plein de femmes lesbiennes qui désirent avoir un enfant, justement dans ce cadre lesbien, en pensant que ça va transformer le monde aussi. Ça transforme la norme, ça transforme les représentations sociales. Il y a de mamans, ça a un effet social évident. En fait, avant que je transitionne, tu vois, on s'était dit, bah, on portera un enfant chacune. Du coup, la grossesse, c'était quand même bien, ça ne donne pas forcément envie, donc on n'en avait pas envie, l'accouchement non plus. Et du coup, on s'était dit, voilà, on partage en deux le travail. Et moi, transitionnant, c'était assez naturel que je le fasse en premier pour pouvoir justement poursuivre ma transition après. Mais la transition, ça n'a pas du tout remis en cause le fait que vous alliez avoir 2 enfants et que vous deviez porter chacun. Je pense que ça m'a posé pas mal de questions au début, et je crois aussi que quelque part je me suis dit un peu c'est la dernière chance, tu vois. Si ça se trouve ça va me couper l'envie de transitionner, tu vois. Je me suis dit quelque chose comme ça, peut-être tu vois ça va du coup réveiller en moi un instinct de mère, tu vois, de femme, je sais pas. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai très très bien vécu la grossesse. J'ai vraiment trouvé ça, j'avais la pêche. Bon, c'est vrai que ça a été très gros et ça me plaisait moyennement, mais l'énorme ventre, je trouvais ça amusant. Tout le monde prend soin de toi. Moi j'avais vraiment des beaux cheveux, tout ça. Tout ce qu'on dit, j'avais trouvé ça super bien. Mais tu vois, ce truc de femme enceinte, ce personnage de femme enceinte, pour moi, il est assez décollé de femme. Enfin, c'est d'autres choses qui s'y jouent, tu vois, je sais pas, donc du coup ça changeait pas, j'étais enceinte. Ah, t'étais enceinte? Ouais, j'étais enceinte, exactement.
Bref, et donc après l'accouchement, quand même, en fait, je ne t'en souviens peut-être pas, mais Ben a hésité à transitionner parce que pour le bien des enfants, en fait, il s'est dit je veux pas faire vivre ça à mon enfant, je veux pas, il y en avait qu'un, c'était Nanou, et tu voulais, voilà, tu disais je veux pas faire ça à mon enfant. Faire quoi? J'ai oublié, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui me questionne encore. Hein. Mais c'est vrai que oui, je me suis dit, oh là là, si tu vois, t'es un enfant et que t'es né de fait ta mère, c'est en fait ton père et transgenre, c'est super lourd, ça va complètement le casser, ça va le faire vivre, on va se moquer de lui, ça va lui faire vivre forcément aussi une espèce d'énorme secret à pas dire quand il aura compris en fait la portée des choses. Et du coup, je me suis dit, oui, je ne transitionne pas parce que ça va être beaucoup trop compliqué pour lui, quoi. Et puis, bon, bah moi, j'ai quand même vécu en meuf, tu vois, un certain nombre d'années, donc voilà, on a qu'à continuer. Mais ça n'a pas tenu, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé quand même, c'est que j'ai beaucoup poussé. Oui, finalement, j'ai quand même pas mal œuvré à toute... parce que, évidemment, j'ai arrêté de dire à Ben qu'en fait, un enfant préfère avoir un papa bien dans sa peau, heureux de vivre, voilà, tout tranquille, tout bien, plutôt que d'avoir un parent pas bien qui a renoncé à quelque chose de quand même assez important. Alors, je vais passer au travail de quelqu'un qui s'appelle, d'une étudiante qui s'appelle Juliette de Couperville, qui en fait a travaillé, je vais vous montrer des images, à partir d'un manuel qui était le livre de référence de la chasse aux sorcières. Voici un exemple. Le manuel en question date du XVIe, il s'appelle Maleficarum, qu'elle a retitré Malefica Modernas. Et en fait, Juliette a essayé de rejouer un des passages de ce manuel, mettant en évidence le fait que en fait, les femmes ont dû lutter pour leurs droits, le contrôle de la natalité. Là, il s'agit de l'accès au savoir. Je vais vous en montrer une autre, qui est celle-ci. Et il s'agissait donc de mettre en parallèle les accusations qui faisaient d'une femme une sorcière et des revendications féministes. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer, mais vous voyez le rappel de la prise de la pilule. Je voudrais passer au travail de Claire Tchaikovsky, qui a aussi fait un dispositif sonore. Alors attendez, j'ai vraiment perdu l'habitude. Je me retrouve. Qui a fait un dispositif dont je vous montre l'image qui est là. Donc en fait, vous voyez des dessins accompagnés de QR codes. Et ces QR codes correspondaient à des témoignages qu'a récolté Claire auprès de femmes qui se revendiquent sorcières urbaines, contemporaines. Je vous en fais écouter un tout petit extrait parce que j'ai plus beaucoup de temps. Si je suis une sorcière, mais en tout cas, je m'identifie beaucoup à cette figure. Mais je me suis toujours un peu sentie différente parce que je sais pas, j'avais l'impression que les autres comprenaient. Enfin, je comprenais pas forcément les autres et les autres, je sais pas s'ils me comprenaient. Et j'ai toujours un peu remis en question tout ce qui se passe autour de moi, ce qui fait que du coup, j'ai confiance en pas grand chose. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une attitude, enfin qu'il y a un peu un truc de remise en question. Je cautionne pas le fait qu'on fasse du mal aux animaux et qu'on les mange, le fait d'être obligé d'aimer les hommes, et en fait j'aime les filles, de faire de ce que je veux de mon corps, de me tatouer, de peindre et que mon travail ce soit moi, que ce soit tout ce que je produis. Je trouve que c'est un peu une attitude de sorcière dans le sens où la vie est... en fait, c'est un tout, je sais pas comment dire, mais ta vie, ton art, tes questionnements, enfin tout est connecté. Mais après, je suis un peu biaisée parce que j'ai lu Mona Chollet, j'ai lu Starbuck, j'ai lu plein de trucs sur les sorcières. Et direct, ça a tilté. Puis après, il se trouve que là, je suis un peu attirée par tout ce qui est le cliché de la sorcière, c'est-à-dire
les pierres, et les tarots et les machins, mais ça c'est plus... je pense que c'est pas du vrai intérêt, c'est plus de la fascination. Donc je me situerai pas par là. Même s'il y a des trucs auxquels je crois. Mais bon, voilà. Mon lieu de vie, c'est vachement un... Je sais pas si c'est un lieu sacré, mais c'est un peu une espèce de petit terrier. Et je supporte pas que des gens que j'ai pas acceptés rentrent. Par exemple, la dernière fois, il y a un mec qui est venu réparer mon internet et il a pissé dans mes toilettes. Et direct après, j'ai lavé les toilettes et j'ai allumé un bâton d'encens et tout. J'ai essayé de enlever les énergies d'une personne que je ne voulais pas, que je ne connaissais pas et tout. Enfin, voilà, il y a un peu ça. Et aussi, je sais pas, il y a des trucs, par exemple, de savourer les moments. Parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est un truc un peu de rituel. Enfin, je sais pas comment dire, quand on regarde les choses et qu'on se rend compte que les choses sont belles, ou quand on remercie quelqu'un ou on ne sait pas quoi, en fait, mais juste d'être heureux dans notre vie, je trouve que c'est un peu un rituel. Voilà. Et je pense toujours, quand je pense à la sorcière, je pense à Kiki, la petite sorcière, mais pas à Kiki, je pense à la fille dans les bois, dans sa petite maison qui peint. Et c'est vraiment ça. Voilà, pardon pour cette coupure brutale, parce qu'il me reste 1 minute. Très rapidement, oui, pardon, très rapidement. Florence Vigneron, en fait, avec ces 2 images, celle-ci et celle-ci, a voulu rendre hommage et revisiter graphiquement des chanteuses, disons, occultes, des chanteuses sorcières célèbres dans l'histoire du rock occulte ou du rock alternatif. Il y en a une qui s'appelle Jinx Dawson et qui était chanteuse d'un groupe psychédélique qui s'appelle Cohen. Ça, c'est des années 60. Et en fait, c'est l'un des premiers groupes à tenir des propos antichrétiens et avoir usage du signe des cornes dans l'histoire du rock et du métal. Et l'autre, que je vous ai montré précédemment, c'est Stevie Nicks. C'est une chanteuse qui était aussi connue pour une très très longue carrière solo et qui était célèbre pour son image mystique, revendiquée. Et en fait, la rumeur courait qu'elle pratiquait la Wicca. Et la Wicca, c'est un culte qui est en fait basé sur d'anciennes religions païennes et qui est tout à fait syncrétique, puisqu'elle va inclure des éléments du chamanisme, du druidisme et de nombreuses mythologies européennes. Et pour finir, en 30 secondes, je vous jure, Alice Métaïs Cartier, qui elle en fait a rendu hommage à travers des portraits à des femmes sorcières, disons, qui ont été tuées. C'est ça leur point commun, ou pour leur puissance ou pour leur marginalité. Ouais. Donc elle les avait installées dehors, c'est près des quais à Strasbourg. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Camille. Merci à toi pour cette introduction et nous avoir guidés dans nos premiers pas ensemble vers la sorcière. Et merci de m'inviter à partager mon obsession la plus publique, qui est mon obsession pour la figure de la sorcière et les sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de retracer un peu mon parcours d'artiste et de sorcière de ces 10 dernières années, et puis vous présenter aussi 2 extraits de mes films. Puis ensuite on se retrouve après que je fasse mon monologue pour converser et que vous puissiez à votre tour nous harceler des questions. Donc ça fait déjà une dizaine d'années que je m'intéresse aux sorcières. Je suis plasticienne et réalisatrice, donc je fais autant des œuvres d'art plastique, de peinture ou d'installation, de création sonore,
que des films. Je suis vraiment entre ces deux mondes. Et l'élément qui est récurrent et central, c'est que je m'intéresse surtout aux portraits documentaires. J'ai fait beaucoup de portraits de sorcières ces 10 dernières années. Et donc comment j'en suis arrivée là? Il y a donc en 2009, je ne sais plus exactement quel a été l'exact déclic, comment le puzzle s'est fait. Mais en tout cas, je me rappelle très bien des pièces éparses et qui étaient rapprochées. Et il s'agissait beaucoup de questions d'héritage. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu ce terme, mais pour moi c'est vraiment le terme crucial, les héritages en fait multiples qui fait que nous nous sentons connectés à cette figure. Et donc pour ma part, donc, il y a eu deux héritages déjà de par ma famille. Donc d'une part une arrière-grand-mère qui était guérisseuse, et qui était désignée par mes membres de ma famille comme une sorcière. Donc, moi j'étais enfant et j'entendais ce terme-là donc de manière tout à fait péjorative. Enfin, je savais que c'était pas bien vu. Je ne savais pas ce qu'elle faisait exactement, mais j'avais l'impression qu'elle était peut-être charlatane, ou psychotique, ou folle, ou je ne savais pas trop, mais en tout cas c'était une sorcière dans la famille. Donc ça c'est un héritage déjà. Et puis un autre héritage, c'est que ma mère est féministe, c'est un héritage on va dire plus positif comme ça directement. Et dans sa grande bibliothèque, j'ai découvert une année une revue des années 70 qui s'appelle Sorcière, avec un très beau sous-titre Elles vivent, 3 petits points. Et puis j'ai commencé à feuilleter cette revue littéraire, il y avait de la poésie, des dessins, des gravures. Des essais avec des gens connus, pas connus. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, ce terme sorcière que j'avais entendu de manière si négative, il y a des femmes qui l'utilisent autrement. Au fond, l'amènent ailleurs, le tirent et l'emportent ailleurs, ce terme. Donc déjà, c'était un autre élément du puzzle. Et puis, ben voilà, comme j'ai été nourrie par cette culture féministe, moi-même je suis devenue bébé féministe et j'ai commencé à m'intéresser à toutes les formes de domination et d'oppression que peuvent subir les femmes et ou toutes les personnes de culture dite minoritaire ou des personnes minorisées. Et donc j'ai compris peu à peu qu'il y avait un autre héritage qui était cet héritage historique de la chasse aux sorcières dont j'avais entendu vaguement parler dans les manuels scolaires. Mais j'avoue que déjà, autour de 20 ans, j'avais pas tellement idée de l'ampleur de ce phénomène. Je n'étais pas très informée. Et il a fallu vraiment la culture féministe quelque part pour que je me rende compte que l'histoire avait été décrite et écrite par les hommes et qu'il était peut-être temps de relire l'histoire aussi avec des perspectives féministes. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert l'histoire des sorcières. Et ça m'a évidemment choquée de me dire que des milliers de femmes, durant des siècles, avaient été torturées, violées, brûlées, pour avoir été les mauvaises femmes de l'époque. Et dans mauvaises femmes, il pouvait y avoir quelque part toute forme de pratique, mais aussi juste toute manière d'être hors cadre, hors norme. Et dès qu'on est finalement un tout petit peu en dehors du cadre, eh bien on pouvait être désigné comme sorcière. Donc ça m'a voilà, cette réactualisation de ce fait historique, voilà, ça m'a marqué. Une autre petite pièce du puzzle. Et puis j'étais passionnée, voilà, moi je suis féministe, je suis lesbienne, queer, férue d'ésotérisme. J'ai toujours été intéressée par voilà, essayer de comprendre les différents plans, le monde invisible, la connexion avec le monde invisible, les pratiques divinatoires, le petit peuple, le voyage astral. Enfin, j'ai toujours lu des tas comme ça d'environnements qui suscitaient ma curiosité. Donc j'ai eu la chance d'avoir 2 amis, 2 collègues de ma petite école de Harry Potter à nous. Quand j'étais aux Arts Déco à Strasbourg, et on faisait des tas d'expériences ensemble et on essayait de développer un peu notre intuition
Et c'est comme ça, voilà, qu'à la fin de mes études d'art, tous ces petits bouts de puzzle qui étaient tout éclatés, à un moment donné, ça s'est rassemblé autour de ce terme. Et en soi, je ne le vivais pas toujours violemment d'être un peu éparpillée, mais je trouvais quand même que c'était assez dommage qu'avec mes amis et mes cercles, on va dire, spirituels, je ne pouvais pas trop parler féminisme. Ça ne les intéressait pas plus que ça de mettre des intentions sociales et politiques dans nos rituels ou dans nos discussions spirituelles. Et quand j'étais plutôt dans des manifestations, des réunions féministes, et que je commençais à parler de mes histoires d'elfes ou de plans ou d'énergie ou de chakras ou je ne sais pas quoi, j'avais aussi beaucoup de rire et d'incompréhension. Et donc c'est vrai que je me sentais un peu en marge de ces deux communautés qui pourtant me tenaient vraiment fort à cœur. Et donc cette figure de la sorcière, ça a été à un moment donné le moyen de me rassembler, toutes ces parties de puzzle. Et je me suis dit que j'allais partir donc, dans mon investigation documentaire pour rencontrer des femmes en France et en Europe qui se sentent connectées à la figure de la sorcière. Donc je suis allée, j'ai mené mon enquête, on va dire. J'ai voyagé en France, je suis allée rencontrer différentes personnes. Et j'ai fait donc un premier film qui s'appelle Sorcières mes sœurs, qui rassemble 5 portraits de femmes qui se revendiquent sorcières aujourd'hui. C'était en 2010. Et j'ai été étonnée puisqu'elles se revendiquent sorcières pour des raisons très diverses. Donc on rejoint un peu la pluralité comme ça d'interprétation, de manière de se reconnecter à cette figure. Et donc parmi les 5 portraits, il y a par exemple Chloé Delhomme, qui est une écrivaine qui fait son acte d'apostasie et qui envoie une lettre en écrivant son acte d'apostasie. Donc on va dire qu'elle était plutôt dans la sorcière hérétique littérale. Mais il y avait aussi Thérèse Claire, une militante féministe qui est décédée il y a quelques années, qui a beaucoup œuvré pour créer des maisons de retraite autogérées par des vieilles et des vieux, et qui a beaucoup parlé dans sa vie du tabou de la sexualité des vieux et des vieilles. Et puis il y a Little Shiva, une femme californienne, et c'est elle que je vais vous faire rencontrer aujourd'hui, qui est donc un petit peu dans la même veine que Starhawk, que vous avez déjà entendu parler, qui est la référence de sorcière américaine, parce que c'est une femme qui est une activiste, une auteure, quelqu'un qui se définit comme sorcière, qui est Wiccan, donc de la philosophie Wicca, qui n'est pas très connue en France, mais qui est en fait une tradition néo-païenne assez répandue dans le monde anglo-saxon. Donc voilà, nous ça ne nous parle pas tellement, mais en fait c'est très courant d'être sorcière Wicca dans d'autres parties du globe. Et donc cette Starhawk, ce qu'elle a, voilà, elle revient souvent et je vais vous la présenter également. Donc voilà, donc il y a eu ce premier film et je vais vous montrer un court extrait donc de la fin. Il y a 5 portraits, je vous montre le dernier. Et puis ensuite je poursuis pour vous amener jusqu'à Starhawk. Starhawk qui est publié par Isabelle Cambourakis aux éditions Sorcières que j'évoquais dans la présentation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors oui, avant de te lancer là, juste pour vous dire que c'est un film qui a été fait en pellicule en 16 mm pendant la fin de mes études et pour moi c'était très important de faire un film documentaire sur pellicule, un support inflammable pour parler des visages de celles et ceux qui ont été brûlés.
quand j'étais petite, quand j'avais à peu près 6 ans, j'habitais en Californie avec mes parents, ma soeur. Et mes parents, ils voulaient essayer de m'apprendre à prier. Donc ils me faisaient tous les soirs pendant une petite période. Ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, pendant une petite période, je devais me mettre à genoux à côté de mon lit et mettre mes mains ensemble et réciter une petite prière. C'était une prière genre Notre Père ou je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. C'était un truc classique pour les enfants aux États-Unis. Et je le faisais pour leur faire plaisir, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi je devais prier à un homme invisible dans le ciel. Ça n'avait aucun sens pour moi. Alors un soir, j'étais couchée dans mon lit après ça et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la pleine lune. Et toute seule, j'ai commencé à prier à la pleine lune, enfin prier, à dire mes pensées, à faire ce que tu fais quand tu pries. C'était une sorte de télépathie avec l'objet de la prière, enfin je ne sais pas comment dire ça. Mais bon, j'ai prié à la lune. Et après, j'ai tout à fait ressenti que c'était normal pour moi de faire ça, ou bien de parler à la nature, parler pas à haute voix, mais parler dans ma tête. C'est quoi que j'ai tiré? Emotion. Des voyantes, des Madame Soleil, des sujets psy, des médiums, des astrologues, des cartomanciennes, des hypnotiseuses, des guérisseuses, des télépathes, des femmes à part, des féministes radicales, des lesbiennes politiques, des anarcha-féministes, des communistes, des ouvrières en colère, des grévistes, des résistantes, des vierges rouges, des communardes, des pétroleuses, des affranchies, des viragos, des putains, des putes, des filles de putes, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des filles mères, des castratrices, des avorteuses, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes, des transgenres, des transboys, des transgirls, des pansexuels, des butch, des high-femme, des intersexes, des hermaphrodites, des mutantes, des cyborgs, des handicapés, des femmes musclées, des femmes fortes, des femmes bodybuildées, des femmes testostéronées, des durs à cuire, des bikeuses, des camionneuses, des femmes actives, des femmes de pouvoir, des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières. Donc voilà, cette liste qui pourrait se poursuivre, voilà, de toutes les manières dont on peut, dès qu'on sort du cadre, voilà, être considéré dans certaines époques, certains contextes et certaines sociétés, être considéré en marge. Et donc, alors, qu'est-ce qui fait qu'on en vient, qu'est-ce qui fait que ces femmes, ces individus en viennent à se revendiquer sorcières, et comment on est passé du fait que le terme sorcière était une insulte et que maintenant il y a toujours des femmes qui sont d'ailleurs désignées comme sorcières sur la planète, mais il y a aussi des personnes qui s'autoproclament sorcières. Et en effet, comme l'a dit Sandrine, et ça vient du même mouvement et ça vient des cultures militantes qui avaient déjà utilisé ce système de renverser le stigmate. Donc des termes qui étaient des insultes comme PD, Gwyn, queer, black, voilà, des choses qui étaient des termes qui étaient au départ des insultes, mais qui ont été renversés et utilisés comme des emblèmes
comme des manières de trouver de la puissance dans le fait de les énoncer. Et donc, bah oui, tu me dis que je suis PD, bah oui, je suis fière d'être PD et je vais utiliser ce terme-là, justement. Et donc, il y a eu le même mouvement voilà, de stigmate renversé avec le terme de sorcière. Et puis, ça rencontre aussi, je pense, des enjeux dans notre, voilà, à ce moment-là, puisque c'est pas anodin qui est le retour des éditions Cambourakis sur une collection sorcière, qu'il y ait eu de nombreuses expositions thématiques sorcières ces 5 dernières années. Donc on sent qu'il y a un engouement autour de ces questions-là. Et je pense que d'une part, il y a plusieurs entrées possibles. Il y a l'entrée féministe, c'est-à-dire que la figure de la sorcière nous rappelle finalement à toutes ces marginalités. Et puis il y a l'entrée ésotérique. D'ailleurs, j'ai l'impression que le féminisme était très branché sur quelque chose de trop rationnel et n'était pas du tout perméable finalement à une dimension spirituelle et ne permettait pas finalement aux féministes de se connecter à quelque chose de sacré. Et qu'il a fallu tout ce temps pour que maintenant, aujourd'hui, ça puisse se concilier. Et moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai eue, c'est que c'était des choses qui étaient séparées en moi. Et donc, mon engagement féministe et ma spiritualité étaient trop séparées. Et j'ai trouvé dans ce terme la possibilité de vivre l'un et l'autre comme entremêlés et unifiés. Et puis, il y a aussi la dimension écologique, voilà, qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, et d'observer comment notre planète se dégrade et quel a été l'impact de l'homme sur la planète. Et donc, il y a de plus en plus ce qu'on appelle les mouvements écoféministes, donc de comprendre la double oppression, l'oppression des hommes sur les femmes et l'oppression des hommes sur la terre. Donc, on va dire le patriarcat et le capitalisme, comment ça crée des systèmes d'oppression croisés à la fois sur les femmes et sur la terre. Et donc voilà, donc il y a dans ce mouvement comme ça de réflexion autour de la manière dont on a considéré la nature, eh bien, ça a généré des luttes féministes et écoféministes, et Starhawk en est voilà, un exemple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de vous faire rencontrer Starhawk? Qu'est-ce que je n'aurais pas bien dit, expliqué, très cher collègue? J'appelle un ami. C'était une amie. Bon, j'essaie de voir un petit peu. Peut-être, disons juste un point d'histoire, c'est vrai que l'écoféminisme, globalement, Starhawk, elle a commencé à écrire et à militer dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la question écologique qui était au cœur des interventions de l'écoféminisme était liée au nucléaire. Et du coup, voilà, c'est vrai que, juste pareil, une autre référence qui, pareil, se trouve chez Isabelle Cambourakis, il y a une féministe française qui s'appelle Émilie H, et grâce à laquelle on a accès en français depuis, je sais pas, ça a été publié il y a 3 ans, ouais, une anthologie justement de l'écoféminisme. Et c'est pas pour rien, comme le rappelait vigoureusement Camille, que l'écoféminisme comment dire, revient, enfin, retrouve une espèce de regain militant et intellectuel fort en raison justement évidemment des problématiques écologiques actuelles, au réchauffement climatique, etc. Mais en tout cas, voilà, on peut dire que tout a démarré de la question nucléaire et que la question plus généralement du géo, de la terre, etc. a été très fortement thématisée par Starhawk. Merci. Oui, donc c'est ça pour dire que la figure de la sorcière, elle est un point d'intersection, voilà, entre une dimension écologique, politique, féministe et spirituelle. C'est en ça qu'elle est multiple et qu'elle a un point de convergence. Et donc Starhawk incarne ça. Donc je vais vous montrer un entretien que j'ai réalisé avec elle en 2017, qui n'était pas du tout fait pour être montré en fait, qui était une archive personnelle, puisque j'avais eu le désir de partir en Californie avec une amie chorégraphe pour rencontrer un peu nos stars à nous,
nos sorcières bien aimées. Et donc je suis allée rencontrer Starhawk et puis d'autres artistes de Californie. Et c'était une rencontre très étonnante parce que c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter. Je suis arrivée chez elle et en fait elle était habillée vraiment avec un long t-shirt peint de peinture. Elle était en train de repeindre sa maison, il y a plein d'étages, elle repeignait un peu chaque étage avec une couleur particulière. Et moi je suis arrivée avec mon côté très français, donc à vouloir beaucoup discuter, parler, expliquer mon point de vue, mettre en perspective, utiliser le langage un peu pour séduire aussi, pour qu'elle comprenne mon point de vue. Puis elle, beaucoup plus à l'américaine, elle m'a dit, elle voulait pas trop parler, mais par contre elle m'a proposé de peindre avec elle des portes chez elle qu'elle avait. Donc ça faisait vraiment très initiatique, genre petit padawan, d'abord tu peins des portes sans rien dire, après je t'ouvrirai la porte de la vérité. Et donc voilà, donc c'est une boutade, mais c'est vrai que c'était assez chouette parce qu'on a peint, donc moi et ma collègue Nina Santes qui est chorégraphe, et elle et sa collègue de 80 ans qui s'appelle Donna Reed et qui est une réalisatrice féministe, donc deux générations, deux américaines, deux françaises qui se retrouvent à peindre des portes et à faire ensemble quelque chose vraiment qui a du sens en fait, et connectées par cette histoire transatlantique. Puisque 30 ans auparavant, elles s'étaient rencontrées, elles étaient amies, elles s'intéressaient à la figure de la sorcière, elles avaient voulu aller en Europe sur les traces des sorcières européennes, et puis après elles ont fait leur vie, elles ont travaillé là-dessus, et puis nous, 30 ans plus tard, on va en Californie, parce qu'on a l'impression que c'est là que ça se passe, et que c'est là que les écoféministes et les sorcières se trouvent. Donc c'est marrant comme intellectuellement, historiquement, et aussi dans l'histoire du féminisme, il y a toujours des va-et-vient, des circulations avec les américaines. Et donc là, on était réunies toutes les quatre avec cette histoire commune, ce qu'elle énonce comme étant un trauma culturel majeur, cette histoire des sorcières, c'est un trauma culturel majeur qui nous concerne toutes et tous ici, et en Europe et aussi aux États-Unis. Enfin, on ne peut pas nier cette histoire. Et je pense qu'on n'en a pas fini de faire ce travail de mémoire et d'en tirer des leçons pour la suite. Et je pense que les gens qui se sentent connectés à la figure de la sorcière, c'est à la fois ne pas oublier ces femmes, se reconnecter à cet héritage, savoir comment on peut être très rapidement en marge d'une société et que faire de ça, et en faire une source d'empuissancement plutôt que de le subir. Et voilà, donc je vous laisse avec Starhawk pendant 12 minutes. Au niveau du son, avant, ça allait ou pas? C'était limite ou ça allait? Parce que là, ça parle donc... Non, oui, tu as juste à cliquer sur... My name is Starhawk, and I'm an author and an activist, ritual maker, priestess, and witch. I have been working with the imagery of the witch and concepts for many, many decades now. For me, I first became involved with the idea of being a witch back in the 70s. I was in college, and a friend of mine did an anthropology project on witches, and we met some people who were witches, and they said that witches were actually the remains of the pre-Christian pagan religions of Europe, the earth-based spiritual traditions, the healing traditions. And for me, that was kind of a revelation. They also talked about witchcraft as being a religion of the goddess. And the idea for me of a deity that you could imagine in female form was pretty radical. I was raised Jewish, and there was not much focus on women, on the feminine, on certainly we know goddesses. In the time I was raised in the 50s, there weren't even any women rabbis or cantors. Most
you might be a Hebrew school teacher. So that was just amazing to me as a young woman. They also said in the old religion, sexuality is sacred, and that really appealed to me in that era of my life, and that nature is sacred. And it felt to me like this was what I had always believed. I just didn't know there were other people who also believed the same things. So I became very interested, started studying, and then after a few years, you know, my life changed. I moved away. I wasn't sure what I was going to do, but I ended up moving up to the Bay Area, and this was in 1975. And here there was a whole community of people who were practicing various traditions of witchcraft. And I got very involved with the community, and I also started my own group in that time. That was mostly people who, like myself, had been activists in the 60s around the Vietnam War, around civil rights and other issues. And in the 70s, we were kind of wondering, you know, how to bring our activism together with this other piece of ourselves that had a hunger for something spiritual, or something that was a deeper connection. And we formed a group eventually that called itself Reclaiming, because we were always saying, oh, well, we're reclaiming our magic, or we're reclaiming the goddess, or we're reclaiming our power, and we finally just said, all right, well, reclaiming, that's the name of the group. If you think about the witches as being the ones who carried on the old indigenous traditions in Europe after Christianity came in, and they survived for a long time. I mean, they still survive in places. And they were the herbalists, they were the ones who held the traditional knowledge of the land and when to plant and when to harvest and when to sow, those things. They were the elders, like the medicine people. What happened in the 16th and 17th century is that the church unleashed persecution against everything that had to do with the old religion. There were a lot of reasons for that, and a lot of them were economic and social. In some ways it was a time very much like this time, and the witch persecutions functioned very much like the war on terrorism does today. It created something to focus people's resentments on other than the people who are actually in power. So the impact of that, I think, was huge on European psyche and history. It was like a major cultural trauma that was enacted for hundreds of years that made people feel like anything connected to that old understanding of the natural world as sacred was somehow suspect. That anything that was connected to the idea that the world was infused with life and sacred value was dangerous and was either demonic and satanic and evil, or then later became something that was ridiculous or irrational or suspect in that way. And I think some of our, conviction that rationality is only what can be quantified, and that really comes from our discomfort, that goes back to the witch persecutions, to that split, our discomfort with our own intuition. It was also an attack on everything that women represented, the values that women traditionally both held and were assigned, of nurturing, of caring for the next generation, of healing. All of those values, I'm not saying that women innately are more nurturing or caring or healing, but women have carried those values throughout culture. And when women are devalued, those values are also devalued in favor of the values of aggression and conquest and power over.
means many, many things, but it comes from the same root as pouvoir in French, from potere, originally in Latin, which also means potency, which also means ability to do, to make things happen. We experience power that many times we experience power as power over. Power one person has to control another, or control their resources, or impose punishments or sanctions, or control their actions. And I think a lot of times we're in resistance to that kind of power. But there's also power in this, more the original sense of the word, of ability, of creative power, spiritual power. And when we talk about empowerment, that's what we mean. We mean helping to further that kind of power in people. There are ways to exercise power that are not oppressive, that are not about power over. And the leadership can be something that's shared in a group, that can be fluid. It doesn't have to be, a rigid role that confers power over to somebody. But I think of leadership more as helping the group move forward. It's a role of service. It might mean helping, seeing a path for the group to move on to, and suggesting and encouraging people to take that path. Or it might mean sometimes listening for who else in the group might have a good idea, and affirming and reinforcing that voice, and helping other people's voices to be heard in the group. It might mean helping the group move through conflict, and mediating, finding ways for the group to work more harmoniously. So if you think of leadership in that way, then there's opportunities for many people to exercise different kinds of leadership. It's not just one big leader. And I think when we fear leadership, when we fear to allow anyone have any authority in the group, what we do is we disempower everyone, because if nobody has license to use power, then nobody actually has any power. I think as witches, we stand for some of the values that are really key to resisting this crisis, but even beyond that, I feel like we are really called to build a powerful movement to help our culture and our society transform in its basic ways of thinking. That we need to go back to the values that indigenous people hold and have always held, and that are also there in our European roots, in our own indigenous traditions, that say nature is sacred, that those things that sustain our lives, like air, and fire, and water, and earth, are not commodities to be bought and sold, but they're sacred entities to be protected and to be shared and to be enjoyed by everybody. I think if we can make that kind of shift from this worldview that sees everything as separate, isolated objects, to a worldview that is relational, sees the whole world as a web of relationships, then we have a hope of transforming our technologies and our economies and our cities and our food growing and our ways of living and everything else in the ways we need to do to counter climate change and to counter the immense environmental degradation that's happening all over the world. If we don't do that, then we don't have a whole lot of hope for survival, for civilization. Certainly in its current form, it's completely unsustainable. If we do that, then I believe we actually can have a world that works better for everybody. I was born in 30,000 years ago. I talk over land and the sensation of
a déjà un peu débordé sur le Une thème. petite conclusion, si tu veux, pour lancer le débat. Oui, mais donc Starhawk, elle représente voilà, un peu... il y a des correspondances et des alliances entre les différentes générations. Et donc voilà, donc c'était un plaisir de voir comment elle repense. Moi, surtout, ce qui m'a énormément émue, c'est la manière de repenser ce qui a été attribué au féminin et ce qui a été dévalué dans le féminin. Donc ces valeurs qui ne sont pas naturellement liées aux femmes, mais qui ont été portées culturellement par les femmes. Donc les valeurs d'attention, de soins, qu'on appelle aussi donc de care, de prendre soin des enfants, des animaux, des plantes, des écosystèmes. Et finalement, ces valeurs-là, elles ont été dévaluées, comme la Terre, quelque part. Et je pense que c'est le fait de se sentir connecté à la figure de la sorcière et les cultures sorcières telles qu'elles se développent aujourd'hui, c'est une manière de repenser ces valeurs-là et de leur redonner de la valeur et de la puissance. Et étant donné comment on voit que la Terre se dégrade et toutes les luttes qu'on doit faire aujourd'hui pour défendre la planète notamment et lutter contre toutes les formes d'oppression, que ce soit le patriarcat ou le capitalisme, j'ai l'impression que c'est vraiment un outil très important à garder en tête, de redonner de la valeur à ce qui a été associé au féminin, mais sans le rattacher à quelque chose de l'ordre de l'essence de la femme, donc sans essentialiser ça, sans remettre du biologique là-dedans, mais plutôt en voyant que c'est elles qui ont porté ces valeurs-là. Et voilà, comment redonner de la puissance à ces territoires, à ces espaces-là. C'est ce qui me marque particulièrement par rapport à Starhawk. Et donc j'ai eu la chance qu'elle fasse la préface du coup, de ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le Guide pratique du féminisme divinatoire, qui a été d'abord le Guide pratique du féminisme divinatoire, que j'ai écrit en 2010, juste après le film Sorcières mes sœurs, et qui a été réédité là en 2018. Et pour répondre à ta question, à la manière dont j'avais conçu ou pensé cet objet, donc ce livre, c'est un peu comme entre un grimoire et un livre de recettes, on pourrait dire. Donc il y a 13 chapitres, et c'est 13 rituels qui croisent des pratiques féministes et des pratiques ésotériques. Voilà, donc c'est comment moi, je crée des ponts et des associations joyeuses entre des pratiques ésotériques et des pratiques féministes. Et j'avais jamais écrit de ma vie, j'étais en école d'art, et donc j'ai détourné 2 formes littéraires. La forme du manifeste, où j'ai créé le manifeste du féminisme divinatoire. J'ai d'ailleurs aussi créé le mouvement du féminisme divinatoire qui n'existe nulle part autre qu'ici, et qui est totalement éphémère. Et voilà, et parfois il y a des gens qui me parlent de ce mouvement comme si c'était oui, parce que pour les adeptes du féminisme divinatoire, non, je vous arrête tout de suite. Et voilà, donc le détournement du manifeste, qui est un grand classique, on va dire, de l'écriture politique, quoi. Et puis le détournement des guides pratiques qu'on trouve à peu près à toutes les sauces ésotériques, rayon FNAC, ésotérisme. Voilà, il y a tout qui est en mode guide pratique. Donc j'ai voulu détourner joyeusement ces deux codes, ces 2 formes littéraires. Et en utilisant beaucoup de poésie et d'humour, parce que maintenant on en parle davantage, et la preuve, je suis ici pour en parler avec vous, mais en 2010, y compris dans ma communauté féministe, c'était pas du tout pertinent de parler de sorcières. Et je me suis dit qu'il y avait que, puisqu'on se riait de moi, il y avait que, en riant moi également de ça, en apportant de la légèreté, de l'humour et de la poésie, que je pouvais permettre aux gens de se connecter à ça et de ne pas se fermer tout de suite, et d'essayer de voir qu'il y a des ponts possibles en fait entre ces mondes. Et voilà, et moi c'est ça qui me passionne, c'est regarder les entre-deux mondes et de tisser des liens entre des choses qui a priori ont l'air séparées. Voilà. Merci. Je vais donner la parole au public tout de suite. Si quelqu'un a une question, une remarque,
Ce qui m'a beaucoup frappé dans vos témoignages à toutes les deux, c'est voilà, c'est-à-dire comment retisser dans l'entre-deux-mondes, dans l'entre-monde, comment faire des ponts là où finalement on a l'impression qu'on n'a pas arrêté depuis des siècles. Alors que ce soit d'un côté du positivisme rationaliste d'un côté, ou de certaines interprétations de traditions religieuses de l'autre, comme si on n'arrêtait pas en fait de séparer, d'ontologiser, d'essentialiser. Donc ça passe par une pratique. Et c'est ça aussi peut-être qui est assez, je trouve, quelque chose de très ancien, mais qui pour autant pour nous de nos jours, dans le monde très intellectualisé ou virtuel, paraît très, très nouveau, c'est de retrouver le sens d'une pratique et ne pas ressortir les manifestes, les théories, donc c'est cet aspect de pratique sur laquelle j'aimerais bien vous interroger l'une comme l'autre. Oui, et d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que pour moi ce qui est intéressant aussi, et particulièrement dans le contexte français où on a tendance à être fort dans l'intellectualisation et la mise en perspective des choses, je trouve que les sorcières, le fait de repenser cette figure, c'est aussi plus incarné, plus proche du corps, chanter, danser, faire des rituels, même simples, mais en tout cas ramener les choses aussi au corps. Ça ne veut pas dire que bien sûr tout ça est relié, mais je pense qu'il y a une nécessité en France, en tout cas, de des fois un peu lâcher le mental et d'être plus ancré en fait. Ça, je le ressens par rapport à d'autres pays, dans la manière dont ils ont d'aborder cette figure. Et puis autre chose par rapport à ce que tu disais au départ, et que j'ai pas dit, mais qui est un peu le truc tellement évident qu'on n'en ait pas parlé, c'est que les points communs aussi, c'est que dans la pratique féministe, et quand on met ces lunettes de féministe, l'idée c'est en gros d'essayer de déconstruire les binarismes qui nous oppressent, donc hommes, femmes, noir, blanc, pénis, vagin, jour, nuit, donc toutes ces oppositions comme ça dans lesquelles on est un peu enfermé. Et l'idée, et c'est ça aussi qu'a apporté les féminismes et les mouvements queer, c'est de plutôt observer ce qu'il y a entre les deux, et non pas à l'extrême de l'un et de l'autre. Et cette observation, donc cette gymnastique mentale, cet exercice mental, d'observer plutôt toutes les nuances qui amènent du jour à la nuit, ou toutes les nuances qui amènent du féminin au masculin, c'est ça qui est le plus important, c'est cet entre-deux-là qui est plus vivant, plus vibrant, plus intéressant en fait, d'être sur ce pont, je trouve. Et ça, pour moi, je l'ai retrouvé dans mes pratiques spirituelles ou ésotériques, c'est-à-dire cette même exigence ou gymnastique pour observer les énergies, et ce qui n'est pas strictement dans le corps ou extérieur au corps, ce qui n'est pas strictement rationnel ou irrationnel, ce qui est justement de l'entre-deux, de cet entre-deux. Et pour moi, c'est à ces endroits-là que c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vois des ponts possibles, puisque c'est des lunettes où finalement on exerce la même gymnastique. Et l'expérience première que j'ai faite de casser ce binarisme, mais je l'ai fait grâce à Sandrine, à vrai dire, puisque pendant un de ses cours, j'ai eu l'occasion de me dire que je voulais aller dans un hôpital psychiatrique à la Borde pour faire un mémoire que je ne sais même pas si je l'avais vraiment fait au final, mais en tout cas, c'était en lien avec son cours, ça je me rappelle très bien. Sur comment l'architecture d'une architecture hospitalière influe sur la psyché. Je suis allée dans un hôpital psychiatrique très particulier qui est la Borde, et là je me suis rendu compte que les fous et les pas fous, c'était pas aussi cloisonné que ça. Et que folie et fou et saint, c'était deux catégories fort opposées, et que ça ressemblait à toutes les autres formes de binarisme, homme, femme, noir, blanc, etc. Et que finalement on était tous beaucoup plus dans cet entre-deux, et que ça circule entre les gens, et que finalement le masculin et le féminin circulent entre nous, la folie circule entre nous, les énergies circulent entre nous, et moi ce qui m'intéresse c'est cette dimension relationnelle dont elle parle aussi Starhawk. Et je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus important de réfléchir à ce monde de l'entre-deux. Moi c'est ça qui m'a fait faire des ponts en fait entre ces champs. Oui. Bonsoir. Alors, pour moi, vous n'êtes pas une sorcière. Vous êtes mis dans cette image
image, sans doute, comme vous l'expliquez très bien par rapport à votre héritage. Pour moi, vous avez une vision des choses qui est très large, qui est très différente, et c'est pour ça que vous en avez très bien parlé par rapport à l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous la même intelligence, et suivant les personnes, elle est divisée dans différentes vues. Alors vous avez choisi, moi je le trouve regrettable de vous enfermer dans ce terme, comme vous mettez le terme lesbienne en avant, comme vous avez indiqué à un moment vieux ou vieille. Arrêtons les étiquettes, parce qu'avant tout vous êtes une personne, et peu importe si vous êtes une sorcière ou une lesbienne, on s'en fiche. Vous êtes une belle personne qui a beaucoup d'humour, énormément d'intelligence, et moi je regrette que vous mettiez ces étiquettes aussi de féministe, parce que vous pouvez être tout à la fois, et là, je pense que vous vous enfermez dans ces choses-là, parce que vous allez bien au-delà de ça. Voilà. C'est ma perception des choses. Merci de votre retour. C'est l'intérêt justement des mouvements queer et tout, c'est de ne pas avoir une seule étiquette. Et quand on en a plein, ça ne devient plus vraiment une étiquette. Et en fait, moi, je revendique d'avoir un millefeuille identitaire. Oui. Et donc, dans ce millefeuille, il y a un petit bout de moi sorcière, un petit bout de moi lesbienne, un petit bout de moi en analyse depuis 10 ans, un petit bout de moi... Voilà, c'est plein de parties de soi. Et c'est mes intérêts, ésotériques, psychanalyse, spiritualité, art. Ça compose, en fait, mon millefeuille. Donc, je suis ravie que vous ayez aperçu l'ensemble de mon millefeuille. Et que vous le trouviez suffisamment gourmand. C'est pour ça qu'il est très large et puis moi, vous le réduisez. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui je suis invitée pour parler de cette tranche-là. Voilà. Donc j'ai fait un focus. Si je peux me permettre de réagir juste très très rapidement aussi à votre remarque. A été débattue, je crois que chaque année la question revient de savoir si on garde le mot féminisme. Parce que pour beaucoup d'oreilles, surtout les oreilles qui sont peu familières avec le paysage finalement très très multiple des féminismes ressemble à une étiquette enfermante. Oui. Et donc on en discute à chaque fois parce que c'est très important de prendre au sérieux cette réticence qu'on a un peu tous et toutes à se dire ouais bon d'accord. Et finalement, on se rend compte qu'il y a deux solutions. Une, on va dire, c'est un moindre mal, il faut bien dire féminisme, parce que sinon on ne sait pas comment désigner, identifier quelque chose qui ressemble plus à un paysage qu'à une porte bien cadrée, bien délimitée. Ça, j'ai envie de dire, c'est la solution qui n'est pas très intéressante, c'est une solution par défaut. Et puis l'autre position consiste à dire, féminisme, c'est pas une étiquette, mais c'est aussi tout un ensemble de gestes, tout un ensemble d'opérations, donc pensez finalement ça en termes de corporels, et je pense que Camille est aussi un peu là-dedans, c'est-à-dire que sorcière, c'est très actif en fait, quand elle dit je suis lesbienne, c'est une opération qu'elle est en train de faire devant nous, et c'est plus qu'une étiquette si vous voulez, c'est pas une manière c'est pas un trait identitaire, c'est plus, ça peut être considéré comme un geste, qui comme tout geste, à un moment finit suspendu et non pas, ne se clôture pas. Voilà. Ma remarque a été un peu plus longue que prévu. Je suis désolée. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de joie à me définir comme féministe. Et pour moi, c'est très ouvert et très joyeux. Et je me rappelle d'ailleurs le jour où j'ai compris que j'étais intéressée par le fait d'observer les rapports de pouvoir dans la société, parce que c'est ça pour moi être féministe, observer tous les systèmes de domination d'une société, et donc de prendre en considération toutes les discriminations et de voir comment elles fonctionnent et comment nous, à l'intérieur de ça, on est pris là-dedans. Et le jour où j'ai compris ça, en ayant des lectures et tout, j'avais peut-être 19 ans, mais j'ai une telle joie, mais vraiment une joie tellement profonde, un soleil tellement intense que ça ne peut pas être une étiquette, je ne le vis vraiment pas comme une étiquette. Je le vis comme une lunette, des lunettes que je mets de temps en temps pour observer le monde. Et les lunettes, on peut les mettre, on peut les enlever. Voilà. Elles ne me collent pas. Quoi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment dire C'est très décoiffant. J'avoue que ce soir, je ne m'attendais pas du tout
à tout ce qui a été dit, fort, comment dirais-je, fort avec beaucoup de compétences. J'avoue que on est quand même dans une dimension actuellement au mois de décembre de Père Noël, et se retrouver avec des sorcières, j'avoue que c'est... Voilà, je suis tombée un peu d'un certain niveau. Moi, ce qui m'intéresse et qui m'interpelle dans tout ce que vous avez dit, c'est la dimension politique. Et qui va se rattacher à ma petite boutade. Dans la dimension, enfin en tout cas dans le projet, notamment quand on entend cette dame, Madame Starbuck, où on sent une forte dimension politique sous-jacente à tout ça. Est-ce à dire que dans quelques années, il y aurait un remplacement en fait des sorcières de la fête du Père Noël? Elles ont déjà leur sorcière, leur fête, les sorcières, parce que Halloween, c'était déjà il n'y a pas longtemps. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un retour des cultures néo-païennes qui font revivre d'anciennes traditions. Ma question n'a rien d'anecdotique. Oui, c'est-à-dire que bon, le Père Noël n'a peut-être pas grand-chose de politique, donc les sorcières sont d'emblée assez actives politiquement par rapport au Père Noël. Comment dire ça? Il y a un imaginaire plus sympathique peut-être pour le Père Noël que pour les sorcières. Enfin, ça dépend si on le rattache au Coca-Cola. Je fais référence à la tradition, pas... Moi aussi, je fais référence à la tradition. Oui, c'est-à-dire que c'est une vraie question aussi de savoir en quoi la sorcière... parce que bon, Camille et moi, on a quand même voulu montrer que sorcière, c'était un mot complexe. Il y a beaucoup de manières d'être sorcière, et certaines peuvent, en tout cas de l'extérieur, elles peuvent être aussi, par le truchement d'une analyse détaillée approfondie. Je pense plutôt aux sorcières du côté de la Wicca, c'est-à-dire des sorcières qui vont revendiquer le réinvestissement d'un héritage qui peut sembler, encore une fois, et de l'extérieur et suite à une analyse approfondie, quelque chose d'un peu pittoresque. C'est-à-dire quel est l'enjeu politique de produire ce syncrétisme qui peut être très sympathique entre des mythologies qui finalement ne sont plus structurantes de la société. Donc elles nous sont très extérieures. La mythologie gréco-romaine, finalement, voilà, on a des images de nymphes et de satyres, c'est très sympathique, mais quel est l'impact politique de tout ça? Et puis par ailleurs, il va y avoir effectivement, j'ai envie de dire, dans une autre polarité du signifiant sorcière, justement la puissance revendicatoire de l'opprimé. Et pas forcément féminine d'ailleurs, un homme peut être sorcière. Et bon, du coup, c'est vrai que c'est difficile de répondre simplement à la question dans la mesure où la question de l'impact et de la puissance politique d'un tel réinvestissement fait partie même de ce geste-là. C'est-à-dire, encore une fois, qu'en est-il de l'impact politique de ce néopaganisme? En quoi, finalement, il affecte ou non le théologico-politique, par exemple? Donc là, de ce point de vue-là, on irait plutôt imaginer des choses de ce côté-là, ou est-ce qu'ils en restent à quelque chose d'un peu folklorique, bien sympathique, où ils se retrouvent de manière, comme dans une espèce de famille spirituelle? Ça, peut-être que tu pourras poursuivre ceci. Moi, c'est vrai que personnellement, je pourrais me poser des questions un peu de ce type-là. Je me sens, moi, personnellement, plus proche d'une autre version de la sorcière, plus militante, justement, plus du côté des stratégies, plus, j'ai envie de dire, qui sont plus dans des conjonctions du symbolique et du matériel. Mais voilà, pour moi, ça reste une question à laquelle il est difficile de répondre de manière simple, et peut-être tu peux rebondir sur le vicaire, par exemple. Oui, moi je voudrais rebondir sur le côté décoiffant, parce que je trouve votre terme super, vraiment très beau. Et je trouve que en fait, la sorcière, elle est complètement décoiffante. C'est ça l'idée de la sorcière, c'est qu'elle est subversive, elle dérange l'ordre établi, elle vient à un endroit où on ne l'attend pas, elle est en souterrain,
Et par ses propos, par ses identités multiples, par ses actes, elle vient déranger des cadres normatifs. C'est ça la sorcière. C'était ça les sorcières et c'est encore ça. Donc moi je trouve ça très fort que vous ayez utilisé ce terme parce que je pense que les sorcières d'hier comme d'aujourd'hui, et ça peut être des activistes, ça peut être effectivement des militantes, ça peut être des personnes dans des formes de radicalité, mais parce que justement il y a besoin de bousculer en fait, de bousculer toutes les formes de normes en fait. Et je crois que le rôle des sorcières, c'est de venir nous pointer du doigt les zones de frontières au bord des cadres et de nous dire bah là c'est trop normatif et regardez comment on peut voir du point de vue de la marge, comment on éclaire la marge, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est ça que donc si on décoiffe, c'est qu'on y est quoi. Une dernière question avant la petite pause, et après vous pourrez continuer évidemment les discussions pendant la pause apéritive qui durera à peu près 20 minutes, mais une dernière question publique avant. Floriane Kinski. Oui, mais... Merci beaucoup, effectivement c'est intéressant d'ouvrir ces univers-là et en même temps il y a une chanson que j'aime énormément qui est ancienne, qui date de 1975 d'une chanteuse que vous connaissez peut-être qui s'appelle Anne Sylvestre. Ah, et on l'a fait après et donc le thème redondant c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres, avec la volonté de mettre en avant ce qu'on a tendance à se sentir obligé de réprimer et mettre en arrière de peur de se faire insulter pour nos qualités qui seraient insuffisamment féminines. Et elle se termine comme ça. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Donc l'idée vraiment, je pense que c'est que tout le monde puisse se permettre le maximum de notre potentialité je sais pas, en surfant du coup. Ben merci, surfons alors. Nous allons surfer tranquillement vers l'arrière de la salle en vous remerciant encore chaleureusement toutes les deux pour cette intervention. On fait une petite pause de 20 minutes et après nous reprendrons avec le second débat.